Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance holistique, créé par deux doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Vous pouvez retrouver ce programme sur mamelle.fr ou sur naissanceholistique.fr. C'est ainsi 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance pour que vous et votre partenaire puissiez vous sentir informés, confiants et puissants le jour J. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Sandra Ambos que je reçois dans mon espace. Un véritable honneur pour moi de recevoir cette femme extraordinaire et cette mère merveilleuse qui accompagne tant de mamans tout au long de leur grossesse avec ses méditations guidées. Sandra est la créatrice de la marque Ilado, mais aussi du podcast Naissance d'une maman et l'autrice du livre Merveilleuse. Cet épisode est dédié à sa maternité, mais aussi à la place de la méditation dans nos grossesses pour réenchanter notre voyage de maman. Je vous laisse sans plus tarder avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour. Je suis vraiment ravie de t'avoir aujourd'hui au micro. Ça fait longtemps, en tout cas, que je te suis, que j'entends ta voix sur ton podcast Naissance d'une maman. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour moi de t'avoir, de pouvoir partager un petit peu les prémices de ta maternité, que tu puisses en tout cas nous dire aussi comment tu as été amenée, comment tu as cheminé vers la méditation, si elles t'ont porté aussi au cours de tes grossesses. Et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre qui est sorti en ce début d'année, Merveilleuse, qui est un magnifique outil de méditation pour accompagner toute cette grossesse, ces naissances aujourd'hui. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation, Sandra. Et sans plus tarder, je vais te laisser peut-être te présenter dans un premier temps, présenter brièvement ta petite famille avant d'entrer dans le cœur du sujet, que tu puisses nous parler des prémices de ta maternité. Merci Marion, je suis ravie d'être à ton micro aujourd'hui. Alors moi, donc je m'appelle Sandra Ambos, j'ai 39 ans et je suis originaire du sud-ouest de la France et d'une famille de 4 enfants. Pendant mon enfance, j'ai vécu en Afrique, je crois que c'est quelque chose qui nous lie. Et puis à 20 ans, je suis partie vivre à Paris où j'ai fait une école de commerce. Et dans mon ancienne vie, j'étais chez L'Oréal où je travaillais au marketing. Et puis, il y a 10 ans, je suis devenue maman et c'est le moment où ma vie a basculé. Donc, j'ai accueilli Mila qui a 10 ans aujourd'hui et Paco qui a maintenant 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai changé de vie. J'habite en Bourgogne, dans un petit village de campagne. Et puis, je consacre ma vie professionnelle au bien-être des mamans avec la marque Ilado, donc qui propose des bolas de grossesse et des rituels pour le bien-être des mamans et des bébés. J'ai aussi créé un podcast de méditation qui s'appelle Naissance d'une maman et qui m'a amené ensuite à écrire ce guide dont tu parlais, ce guide de méditation pour la grossesse et l'accouchement qui s'appelle Merveilleuse et qui vient d'être publié.
Ouais, un magnifique cadeau d'ailleurs que tu m'as offert en ce début d'année et c'est vrai que ça a ouvert en tout cas, ce début d'année d'une manière très particulière et précieuse. Tu auras l'occasion de revenir peut-être, dans une deuxième partie de cet épisode pour nous expliquer plus en détail, comment tu l'as créé, comment il a été conçu et surtout qu'est-ce que tu souhaites aussi, en faire, de ce guide comme tu viens de le décrire. Mais peut-être avant, on va rentrer peut-être plus dans ton intimité et dans ton parcours à toi en nous disant un petit peu comment est arrivée ta première grossesse, si elle était souhaitée, désirée ou si elle est arrivée de manière totalement inopinée. À l'époque, j'étais directrice marketing chez L'Oréal et puis je vivais ma vie un petit peu en mode pilote automatique à vouloir, cocher les cases et j'avais, rencontré, celui qui est devenu ensuite mon mari. Voilà, on s'était mariés, on avait fait notre beau voyage, on avait acheté notre premier appartement. J'avais enfin, décroché ce poste de directrice marketing après avoir grimpé les échelons et puis la prochaine case de ma to-do list, c'était, devenir maman. Et c'est le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas du tout un projet comme un autre et que la maternité, elle se programme pas, qu'il peut y avoir un désir et que, c'est pas nous qui contrôlons et qui programmons, l'arrivée de notre bébé. Et donc là, en fait, il y avait ce désir, mais ma fille a mis du temps à arriver, donc 3 mois, 6 mois, presque 1 an. Et là, j'ai commencé à être dans un doute, dans une inquiétude que j'ai, dès le départ, beaucoup plus associée à une résistance psycho-émotionnelle qu'à, un fait médical. Parce que, voilà, je suis d'une famille nombreuse, on était 15 petits-enfants, ma mère avait 4 enfants, ses frères et sœurs avaient tous entre 3 et 4 enfants. Puis je sais pas, il y avait comme une confiance dans l'idée que c'était, possible et que le blocage venait plutôt, d'ailleurs. Et donc, je me suis faite accompagner sur le plan psycho-émotionnel pour essayer d'identifier quelles pouvaient être peut-être mes résistances à l'arrivée de ce bébé. Et en effet, je me suis rendu compte qu'il y avait des peurs, donc la peur de voir mon corps changer, moi qui avais toujours été au régime depuis mon adolescence, la peur de ne pas avoir ma maman près de moi parce qu'elle habitait encore à l'étranger. Et le gros blocage, c'était en réalité que je n'arrivais pas à me projeter dans une vie où je pouvais être à la fois, directrice marketing chez L'Oréal et la maman que j'avais envie d'être pour ce bébé. Et donc, en prenant conscience de ces zones, un peu d'ombre ou de ces limites-là, je me suis dit que j'allais, devenir entrepreneur. Donc je savais pas du tout dans quoi j'allais me lancer, mais j'ai déposé les statuts, de cette société qui deviendra plus tard Ilado et dans la semaine, je suis tombée enceinte. Donc pour moi, vraiment, c'était le gros point bloquant, je ne me laissais pas la possibilité de cet avenir-là, en étant, directrice marketing et en même temps maman. J'avais une maman femme au foyer, donc hyper présente, très dévouée et c'était ça mon modèle de la maternité et c'était pas possible pour moi, autrement. Donc voilà les prémices de ma grossesse qui était désirée, attendue et qui m'a déjà amenée à changer. Je crois que la maternité nous transforme, mais tu vois, ça a commencé dès le début dans mon cas. Totalement, totalement. Alors, juste une petite question, Sandra, tu dis que peut-être tu as eu un accompagnement. Est-ce que tu t'es dirigée vers quel type d'accompagnement ou de thérapie peut-être alternative à ce moment-là? Alors j'ai fait psychothérapie, OK. donc j'ai été vraiment accompagnée, sur ce plan-là et puis j'ai été voir une énergéticienne aussi et c'est la combinaison des 2 qui m'a vraiment, libérée de ce poids en fait, de cette croyance limitante que j'avais et qui m'a permis, d'avancer, dans mes choix professionnels en fait. Ça m'a donné la confiance et le courage pour déposer les statuts qui, je pense, ont ouvert, un autre chemin qui était le chemin de ma maternité. C'est incroyable. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu pratiques la méditation ou pas? Alors, c'est le moment où j'ai commencé à essayer de méditer, avant de tomber enceinte. En fait, j'avais un travail qui était très prenant. J'étais plutôt, enfin, j'étais très prise par mon travail mentalement et aussi dans mes horaires. C'était la vie typique, métro boulot doudou do métro boulot dodo. Hem Et donc avant de tomber enceinte, j'avais essayé de méditer. Je me souviens, j'avais acheté le livre de Christophe André, comme si j'avais le pressentiment que ça pouvait être un outil intéressant pour moi. Et en fait, j'avais jamais eu la motivation nécessaire. Et c'est quand je suis tombée enceinte que je me suis rendu compte que, en fait, j'étais pas seulement, responsable de mon propre bien-être, j'étais aussi responsable du bien-être de ce bébé. Et voyant la vie que j'avais, je me suis dit: «J'ai besoin d'une soupape, j'ai besoin de ce sas de décompression». Et très naturellement, la méditation est arrivée comme cet outil grâce à ma belle-sœur qui m'a, écrit des méditations pendant ma grossesse. Donc elle est ostéopathe et elle propose aussi des méditations.
Et donc ça a été ses premières méditations qu'elle a écrites pour moi, qu'elle a faites enregistrer, à mon mari. Donc c'était un peu ma mon cadeau de grossesse et donc j'ai médité pendant ma grossesse avec ces méditations-là. Waouh, incroyable. Oui, une belle histoire quand même en amont autour de la méditation et familiale aussi. Alors, comment s'est passée ta grossesse? Est-ce que tu as eu des pics de stress, une anxiété particulière ou totalement sereine? Je me souviens d'une grossesse sereine et très confiante. Aussi parce que j'avais un lien particulier avec ma belle-sœur qui était elle-même maman, de 2 enfants, à l'époque de 3 et 7 ans. Donc elle était passée par là avant moi. Elle m'a beaucoup suivie, en ostéopathie et à côté de la préparation classique avec une sage-femme en maternité, du coup, ça m'a ouvert à d'autres outils de préparation. Donc avec mon mari, on a fait de l'aptonomie, j'ai commencé à faire du yoga prénatal, je chantais pour mon bébé, j'écrivais. Donc ma belle-sœur m'avait offert ce journal vierge en me disant, «Si tu as envie d'écrire» et tu vois, j'ai renoué avec tout ce que j'aimais faire petite fille. Tu vois, avec L'Oréal, j'avais plus le temps de faire du sport et le yoga, voilà, j'ai renoué avec mon corps. J'adorais écrire, j'avais un journal intime pendant 10 ans et là, je me suis remise à écrire en écrivant à la fois pour moi et pour mon bébé. J'adorais chanter, puis un jour, je me suis rendu compte que je chantais faux et j'avais arrêté parce que voilà, tu sais, quand tu es en famille avec Oui. 3 frères, et tu vois, j'ai renoué avec tous ces petits plaisirs et j'ai l'impression que ma grossesse m'a invitée vraiment à me remettre au centre de ma vie et à quitter peut-être ce mode pilote automatique en me demandant aussi, au-delà de tout ce que je pouvais faire pour servir, ce poste de directrice marketing et ce rôle dans ma vie, ce rôle professionnel, j'avais envie de me servir autrement et donc j'ai vécu ma grossesse vraiment, d'une manière, très sereine et puis, très en fusion avec mon mari. L'autonomie nous a enfin, on a vraiment adoré, ça a ouvert pour nous une voie et on s'est tout de suite considérés comme une famille à 3, grâce à l'autonomie. Est-ce que tu avais un projet de naissance défini ou pas? Alors pour tout te dire, il y a 10 ans, je ne savais même pas que c'était possible. Eh oui, Alors c'est marrant le chemin, tout ce ouais. que j'ai appris depuis. Mm. Ce que j'avais, en tête, c'était l'envie d'accueillir ma fille dans l'amour, dans la confiance et dans le respect. Hem, j'ai essayé j'ai postulé, parce que c'est un peu comme ça que ça se passe en région parisienne, dans une maternité, physiologique, et puis pourtant c'était, tu vois, à 3 mois de grossesse, c'était les Bluets et donc ma candidature, on va dire, a été refusée parce qu'ils avaient déjà trop de monde. Donc on s'est redirigé vers la maternité, enfin l'hôpital le plus proche de chez nous, en se disant: «C'est à nous aussi à, créer cette bulle de confiance, de respect, d'amour et de joie dans laquelle on avait envie d'accueillir notre fille». Hem, donc voilà, c'était ça mon projet. Je m'étais pas non plus préparée, forcément à un accouchement sans péridurale. Je m'étais dit, et aujourd'hui je sais que c'est pas possible d'accoucher sans péridurale en se disant ça, mais je m'étais dit: «Je verrai». Et donc j'irai aussi loin que je pourrai. Enfin, tu vois, je me posais pas trop de questions, j'étais hyper, heureuse et sereine et détendue, dans ma manière d'aborder, cet accouchement. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, à ce moment-là aussi, au niveau comme tu disais que tu avais aussi un lien très fort avec l'autonomie, vous étiez vraiment à 3 dans votre bulle avec ton conjoint. Est-ce que lui, ton conjoint, avait aussi une place particulière, notamment dans ton accouchement, au moment T? Est-ce que lui a eu une place ou un rôle un peu, d'acteur, dans ton accouchement? Il a eu un vrai rôle, une vraie place, grâce à l'autonomie. Il a eu une vraie rôle aussi grâce aux méditations avec sa voix, parce qu'en fait, c'est sa voix qui m'a bercée et qui a bercé notre fille pendant la grossesse. On avait 2 méditations, une méditation pour la grossesse et une méditation pour l'accouchement qui était une vraie visualisation et donc par essence, tu vois, énergétiquement, il m'a vraiment portée pendant la grossesse et dans ma projection, pour cet accouchement. Après, la vie nous propose un chemin qui est, parfois surprenant et qui est pas celui qu'on aurait forcément choisi, même s'il est parfois nécessaire et donc pour ce premier accouchement, en fait, 3 semaines avant la date du terme, j'avais un rendez-vous de contrôle, à la maternité où je me suis rendue seule et on m'a annoncé à ce moment-là que j'étais en train de faire une pré-éclampsie et qu'il faudrait que j'accouche dans la journée.
Donc, j'avais entendu parler de la prééclampsie et je m'étais dit parce que je crois que ça touche, 1 ou 2 grossesses sur 100. Enfin, je crois que c'est 2 des grossesses. Alors j'avais des signes avant-coureurs, mais moi je les avais pas, perçus, donc j'avais, des petits papillons devant les yeux. Enfin, c'est le signe de la prééclampsie, c'est souvent, une hypertension et des protéines dans les urines. Et donc on s'est rendu compte à ce moment-là que j'avais une tension très élevée et donc ils ont vraiment identifié la prééclampsie. Mais je suis restée assez zen. Je me souviens, on m'a mis dans une petite chambre et puis je parlais à ma fille et je lui ai dit: «Écoute, c'est aujourd'hui», parce que quand tu as une prééclampsie, il déclenche en général. Hem Et donc je lui dis: «C'est aujourd'hui, moi j'aimerais bien, qu'on y arrive toutes les 2 sans forcément être aidées par la médecine». Et elle m'a répondu dans les 2 minutes: «J'ai perdu les os». Et donc ça a été l'élément déclencheur de mon accouchement. Et finalement, donc l'accouchement, s'est plutôt bien passé, donc j'ai quand même eu ma péridurale parce que j'étais vraiment en hypertension et donc c'était, enfin la question s'est même pas posée, d pour le corps médical, donc j'ai tenu jusqu'au bout de mes possibilités du moment. Et comme j'ai senti que ce serait de toute façon un accouchement, accompagné par la médecine avec ce filet de sécurité, je me suis vraiment laissée porter. Et grâce à l'aptonomie, tu vois, même si dans les faits, on était dans quelque chose d'assez médicalisé, on a vécu cette bulle. On a vécu, donc mon mari, et moi, on faisait les gestes d'aptonomie, on parlait à notre fille, tu vois, on était un peu, on avait mis nos musiques, douces. À un moment donné, la gynécologue nous dit: «Bah, votre bébé, il est rêveur, il a son visage tourné vers le haut». Puis moi, je lui dis: «Ah mais peut-être que mon mari, avec l'aptonomie, peut la retourner». Enfin, tu vois, j'étais complètement, donc l'accouchement lui-même s'est très bien passé et mon mari a eu une vraie place à ce moment-là. Et c'est, le lendemain, quand on est remonté en salle, en chambre, que là, on m'a annoncé, en fait, que je faisais plus qu'une prééclampsie, que c'était une prééclampsie avec complications, sévères qui s'appelle un syndrome HELP. Et le syndrome HELP, en général, il se solutionne au moment de l'accouchement avec la délivrance du placenta, et ce qui a pas été le cas pour moi. Et donc, pendant 2-3 jours, j'étais dans cette zone où mes reins fonctionnaient pas, j'étais encore, je me souviens, sous on mettait des perfusions de fer, parce que j'avais des plaquettes qui étaient pas revenues. Enfin, c'était un moment que moi je me souviens de ce moment comme d'un flou, où je sentais en fait que, d'une certaine façon, ma vie était en danger et que j'étais sous très haute surveillance. On a même envisagé de m'envoyer dans un autre hôpital. Donc ça, c'était la réalité, où je voyais l'inquiétude du corps médical. Mais ma réalité à moi, c'est que, bah, j'allaitais ma fille. Tout ce qui comptait, c'était ma fille qui allait bien, et donc pendant ces 2-3 jours, moi, j'étais, voilà, encore un petit peu entre 2 mondes. Et il y a eu ce moment au bout du 3e jour où là, je pense que c'est peut-être les hormones aussi du baby blues, mais là, j'ai lâché et là, j'ai eu peur. Tu vois, au bout de 3 jours, j'ai eu peur. Je me suis dit: «Mais en fait, je vais pas y arriver». Je pense que je commençais à être fatiguée physiquement aussi. Et ma belle-mère qui est psychothérapeute me dit: «Tu sais, peut-être que tu as besoin de ta maman, ce que tu as fait, ça s'appelle un syndrome HELP». Et moi, je me suis beaucoup construite, autonome, à vouloir tout faire toute seule dès petite fille. Et là, en fait, ma maman me manquait, en fait. Quand elle m'a dit ça, ça a ouvert un truc en moi, et donc j'ai appelé ma mère qui était à l'autre bout du monde et j'ai dit: «J'ai besoin de toi». Je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais dit, tu vois? Oser demander de l'aide. Et le surlendemain, donc ma mère saute dans le premier avion, le surlendemain, elle arrive. Quand elle passe la porte de la chambre, j'ai l'impression que c'est là que s'est terminé mon accouchement. C'est là que, je suis devenue maman. Il y a eu comme une réparation. J'avais besoin, je crois, de cette vulnérabilité. Mmh. J'avais besoin de sentir que j'étais pas toute seule. Et tu vois, mon mari pourtant était là, ma fille aussi, Ouais. mais j'avais besoin de, peut-être c'était une réparation aussi dans ma lignée de femmes. Aujourd'hui, je sais pas trop ce qui s'est joué, mais en tout cas, il y a eu un avant et un après. Et le après, c'était ce moment où ma mère est arrivée. Et tu vois, 2 jours avant, j'avais l'impression d'être dans Doctor House. Les médecins se disaient: «Mais où vont ces plaquettes? Pourquoi ça remonte pas?» Et en fait, bah, il y a eu cette part de magie. Et c'est le moment où ma mère est arrivée, où tout s'est remis en place, mes plaquettes, mes reins, mon donc voilà, on était là toutes les 3, ma mère, ma fille et moi. Et c'est là que ma fille, est arrivée dans notre famille d'une certaine façon, que moi j'ai pris ma place de mère et que ma mère a pris sa place de grand-mère. Et
Et c'était magnifique parce que, tu vois, aujourd'hui, sur le papier, je pense que, on pourrait dire que j'ai eu un accouchement compliqué et pourtant, aujourd'hui, cette expérience, aussi éprouvante, soit-elle, je la considère vraiment comme un cadeau et c'est comme si ça m'avait remise sur le droit chemin ou en tout cas sur un chemin de vie qui était le mien. Tu vois, je te parlais tout à l'heure du fait que j'étais en pilote automatique, dans la performance, j'étais très yang dans ma manière d'envisager le monde, la vie, et je crois qu'il a fallu que je sois beaucoup plus in pour devenir maman et que j'accueille, ouais, cette part de vulnérabilité, que j'accepte d'être aidée par la médecine, par ma mère, par, ma fille. Je crois que ma fille, elle a aussi joué un rôle essentiel pour moi. Elle m'a vraiment, elle a été mon ancre pendant ces 3 jours et je garde un souvenir hyper ému de cet accouchement et comme quelque chose d'assez beau, tu vois? Alors que c'était pas, cet accouchement physiologique dont rêvent beaucoup de mamans. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé vraiment déjà de pas retourner chez L'Oréal, d'élever ma fille, de la garder avec moi pendant 1 an, et de consacrer ma vie professionnelle à ce passage de la femme à la mère parce que j'ai pu vivre ce passage comme quelque chose de fondateur dans ma vie. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans les origines, effectivement, de tout ce que tu as créé par la suite. C'est magnifique. Vraiment, avec une prise de hauteur et tous ces messages de la vie, c'est très solaire en tout cas. C'est vraiment magnifique la façon dont tu le décris. Et alors, est-ce que ton postpartum a été doux et serein aussi, du fait aussi de cette libération? J'ai l'impression que c'est une libération aussi, que tu as vécue au moment de ton accouchement. En fait, j'étais dans un tel lâcher-prise Ouais, après cet accouchement que du coup, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un postpartum très doux parce que et tu vois, si j'avais eu un accouchement, millimétré comme celui que j'avais envisagé, je l'aurais probablement pas vécu pareil. Là, je me suis reposée. J'ai accepté de me reposer dans les bras de la vie, dans les bras de mon mari, de ma mère, et du coup, ça a été un 1er mois, les 40 premiers jours là, ce qu'on appelle le mois d'or, dans la douceur, dans notre bulle, hem, dans le respect, aussi de notre fille qui était au centre de nos vies à ce moment-là. J Et puis on s'occupait de moi, et donc ça a été hyper doux et donc en plus, comme j'ai décidé de pas retourner, chez L'Oréal, il y avait comme l'espace aussi devant pour vivre ce postpartum sans me presser. Tu vois, j'avais pas cette obligation d'avoir, un mode de garde, une petite fille, autonome, au niveau de l'allaitement. Enfin, tu vois, tout était, très facile, très fluide et ça, j'ai aussi envie, tu vois, aujourd'hui à travers le podcast et le livre de le dire aux mamans, c'est qu'on peut aussi bien vivre son postpartum et c'est important de savoir toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, parce qu'on en parle beaucoup aussi et heureusement, parce qu'à l'époque, on n'en parlait peut-être pas assez, mais ça peut aussi être doux, si on accepte de se retirer du monde. Moi, je me souviens, j'étais toujours, voilà, sur mes talons de douce chez L'Oréal, maquillée, bah, là, non et en fait, c'est OK. C'est OK de pas être, dans ce rôle social qu'on attend de nous, dans même, le fait de pas voir beaucoup de monde, tu vois? S'offrir ce petit temps un peu hors du temps, cette parenthèse, la vie reviendra et on peut s'ouvrir à nouveau au monde après, mais s'offrir ce temps pour moi, en tout cas, c'est hyper précieux parce que, notre bébé, enfin moi voilà, j'avais vraiment beaucoup échangé avec ma fille avant sa naissance. Enfin, j'étais en lien fort avec elle avant et je me rendais bien compte que c'est une traversée de la naissance, que c'est très brutal. Il y a un vrai avant-après et ça a aussi été brutal pour moi. Du coup, je l'ai aussi vécu comme cette traversée et j'avais l'impression qu'on avait le droit d'avoir ce moment pour nous, en dehors du temps. Et ce premier mois pour moi, il a été essentiel. Il a été vraiment, réparateur aussi, tu vois? mmh. Comment tu as cheminé pour le coup entre cette première grossesse et la seconde, notamment, comme tu viens de le décrire, d'un point de vue aussi professionnel, sur ta casquette d'entrepreneur, comment tu as cheminé entre ces deux grossesses? Donc pendant 1 an, j'ai gardé ma fille et puis je me laissais la possibilité, quand le temps me le permettait, de, planter les graines Mm. de ce qui deviendra plus tard Ilado.
Ma fille, elle est arrivée en 2013, fin 2013 et j'ai lancé le site d'Ilado en 2015. Donc tu vois, il m'a quand même fallu 2 ans pour faire germer l'idée et pour, préciser un petit peu ce que j'avais envie de faire avec Ilado. Hem et j'étais à la maison, en fait, je travaillais à la maison. Ma mère est venue s'installer à Paris, donc 2 jours par semaine, elle était à la maison avec moi, donc du coup, ça me permettait, moi, de m'isoler un petit peu plus pour travailler. Ça a été vraiment un projet à 3. Les idées, venaient de ma fille Mila et puis ma mère m'aidait. Je me souviens des premières commandes, ma mère les préparait avec moi. Enfin, ça a été vraiment un moment hyper doux, hyper joyeux parce que je me suis autorisée à pas être forcément dans le résultat, la performance et faut le dire, j'ai pas gagné d'argent tout de suite avec Ilado, mais c'était vraiment le plaisir de partager, d'avoir cette activité créative et puis j'avais envie d'avoir des enfants quand même assez rapprochés. Il a fallu un petit peu plus de temps à mon mari pour, accepter l'idée de voilà, de se dire que c'était le moment. Aussi parce que, tu vois, en post-accouchement, je me souviens avoir, rencontré ma gynéco qui m'a dit, «Vous avez fait quelque chose de très grave, et il y a beaucoup de chance, il y a de grandes chances», alors j'adore le mot chance, «pour que ça arrive à nouveau pour votre deuxième accouchement. Ce que vous avez fait, vous aviez 0,001 de chance et là, vous aurez 20 de chance que ça se reproduise». Donc, mon mari avait un peu gardé la statistique en tête et donc il était un peu dans l'appréhension de cette deuxième grossesse et moi pas du tout. Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais traversé ce que j'avais à traverser à ce moment-là et d'ailleurs dès que, on s'est dit: «OK, c'est bon pour le deuxième», ben, mon fils est arrivé une semaine après. La grossesse, tu vois, j'ai eu une super grossesse, donc avec ma fille et mon fils Ouais. il est arrivé le jour du terme, donc j'en ai profité jusqu'à la dernière Trop beau. seconde, tu vois? Le jour du terme, j'ai dit: bon, c'est maintenant» et là pareil, il m'a répondu et puis il est arrivé et tu vois, malgré la grossesse sous haute surveillance, je crois qu'on choisit aussi, à un moment donné de voir ce qu'on a envie de voir. Moi, j'ai toujours essayé de tourner mon regard vers le beau, le bon, le merveilleux de la grossesse, la magie, même si, j'étais suivie tous les mois, à l'hôpital et pour l'accouchement, je suis tombée sur une sage-femme extraordinaire, en hôpital, qui m'a fait chanter, qui m'a montré qui a montré à mon mari des points d'acupression. Même, à un moment donné, quand j'ai demandé la péridurale, elle m'a sorti un petit coussin que j'ai pu mettre sur le lit pour continuer les mouvements. Elle a tamisé les lumières pour que mon fils soit pour qu'il sorte dans un environnement agréable. Elle lui disait elle m'a demandé si elle pouvait me demander son prénom, donc je lui ai donné le prénom de Paco et elle disait: «Allez Paco, maintenant», alors elle était d'origine irlandaise, «The show must go on, c'est à ton tour», tu sais? À la fin, quand les contractions se tarissent un petit peu, elle a dit: «Allez, on n'attend que toi Paco», enfin c'était tellement doux, tu vois? J'ai oublié que j'étais dans un hôpital et il y avait notre musique et je me suis dit: «OK, en fait, c'est aussi possible de vivre un accouchement en hôpital, dans un environnement préservé, si toi, tu as cette ouverture et surtout si tu tombes sur la bonne personne et je remercie la vie de m'avoir fait, rencontrer cette sage-femme. En plus, c'était trop mignon parce qu'il y avait une stagiaire avec elle. Je crois pas qu'on dit stagiaire en hôpital, mais comment, Une interne? une interne Oui. et du coup, elle me disait: «Est-ce que vous êtes d'accord pour que je lui parle?» et que je enfin et donc l'interne, elle était aussi tellement dans l'émerveillement. Elle m'a montré le placenta qu'elle a reconstitué pour montrer enfin, tu vois, c'était même moi, j'apprenais avec elle. C'était super et donc ça a été mon deuxième accouchement qui m'a encore fait grandir dans mon expérience de la maternité et pour la petite histoire, j'ai vécu un troisième accouchement. Pourtant, Ah, j'ai que 2 enfants, ouais. mais j'ai eu la chance d'assister à un accouchement dans la rue. Waouh! Donc j'étais en vacances, dans le sud avec ma famille, donc avec mon mari et mes enfants. On était dans un tout petit village et là, on est arrêté par un passant qui nous dit: «On a besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, venez, venez» et en fait, je vois, il m'amène jusqu'à sa voiture. Il y a sa femme dans la voiture en train d'accoucher Incroyable. et donc sa femme avait pas du tout besoin d'aide, hein, en réalité. Ouais. Mais j'ai vu aussi un troisième accouchement qui s'est passé sans aucune aide extérieure. Cette femme, elle était dans toute sa confiance. Elle était juste au service de la naissance de son bébé, à 4 pattes entre les 2 fauteuils de sa voiture et j'ai vu cette beauté, pure, et cet accouchement fluide, naturel, instinctif
Et ça a été la troisième graine, tu vois, la troisième expérience qui me nourrit aujourd'hui quand j'écris des podcasts, quand j'écris ce livre et quand je parle aux mamans. Et je sais aussi pourquoi j'ai assisté à cet accouchement, c'est que j'avais aussi besoin d'avoir cette vision-là. C'est vrai, mais il n'y a pas de hasard, effectivement. C'est à partir de quand exactement que tu prends la plume, si je puis dire, pour commencer à écrire tes méditations? Il a fallu le Covid, Ouais, pour que je m'ouvre à cette possibilité-là. Donc après la naissance de mes enfants, moi j'avais continué à méditer, c'est devenu en fait, tu vois, au début c'était une obligation quand, je me sentais responsable de ma fille, puis c'est devenu un plaisir. Aujourd'hui, c'est vraiment un besoin pour moi, la méditation. C'est un vrai outil qui fait partie de ma vie, dans lequel je puise. C'est dans cette présence que je puise, les ressources dont j'ai besoin. Le calme, la confiance, la joie, que ce soit dans ma vie de maman, d'entrepreneur, de femme. Donc voilà, la méditation fait partie du paysage pour moi. J'ai fait aussi, un stage d'une semaine avec un Américain sur ce thème-là pour comprendre un peu, au niveau, neurologique, oui. tu vois? Enfin, Mmh. toute cette, et en fait, quand le Covid est arrivé, j'ai quitté Paris à ce moment-là et je me suis retrouvée dans un autre environnement et pour moi, ça ne faisait plus sens, en tout cas, c'était plus suffisant d'avoir Ilado et de vendre des produits. J'ai eu envie d'accompagner autrement que par les produits et j'ai aussi eu envie d'accompagner gratuitement. Tu vois, on était dans ce moment-là où les femmes, enceintes, elles étaient hyper isolées pendant le Covid. Elles avaient beaucoup moins de lieux de rencontre avec d'autres mamans. Elles accouchaient sous masque, parfois sans leur mari et il y avait un tel isolement que j'ai ressenti le besoin et l'envie de partager. Et j'ai d'abord écrit une méditation, à pratiquer avec son bola de grossesse et j'ai eu tellement de retours et de feedback positifs des mamans que j'ai eu envie d'aller plus loin en proposant le podcast, de méditation naissance d'une maman. Et hem et avec en mémoire, désir de grossesse ou ce temps de l'avant dont on a parlé tout à l'heure, j'ai eu envie que ce soit un podcast qui accompagnerait les mamans dès le désir d'enfant. Parce que pour moi, c'est là que tu fais ton premier pas. C'est quand tu choisis ou en tout cas que tu appelles, l'arrivée de ton bébé et aussi pendant le postpartum. J'avais pas envie que ce soit un podcast uniquement focalisé sur l'accouchement, parce que c'est pas du tout comme ça, moi, que j'ai vécu mes grossesses. J'ai pas vécu mes grossesses comme une course à l'accouchement. Pour moi, mon bébé, il est là, dès le début. Je me suis tout de suite sentie en lien et donc j'avais envie, voilà, à travers ce podcast, de, de donner la main aux mamans, de murmurer à leur oreille pour les aider à vivre ce passage dans la douceur, dans la bienveillance, pas dans l'injonction, pas dans les «il faut», pas dans les «on doit». Mais tu vois, que ce soit un petit peu une petite, une bulle. Quand tu écoutes, une méditation de naissance d'une maman, mon vœu le plus cher, c'est que tu sois dans une bulle de bienveillance et de douceur envers toi-même. Et la méditation, elle n'est que l'invitation à t'offrir ce regard doux et bienveillant. Mmh. C'est exactement ça, mais de toute façon, les quelques secondes dès qu'on commence à écouter un de tes épisodes, on est tout de suite plongé dans cet espace, ta voix aussi qui est d'une douceur, qui nous invite justement à savourer ce voyage auquel tu nous invites. Et en parlant de voyage, la méditation, effectivement, c'est un outil, en tout cas, qui est très prisé et très courant dans beaucoup de cultures. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure aussi, il y a quelque chose qui nous lie, c'est peut-être le voyage et le fait aussi que tu as vécu en Afrique. Je te pose cette question-là parce que effectivement, ce goût, cette richesse aussi que tu as pu être nourrie en allant voir d'autres cultures et en ayant peut-être aussi cette visibilité sur les autres rituels de naissance, d'accompagnement à l'accouchement, de naissance de femmes, de mères. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te nourrit aussi dans ton quotidien, quand tu écris tes méditations ou aussi à travers ta marque Ilado, les bolas de grossesse aussi, les rituels aussi que tu proposes à travers ta boutique qui viennent voilà, des quatre coins du monde. En quoi ça nourrit ton quotidien le fait d'avoir vécu, en tout cas en Afrique, et peut-être aussi d'autres voyages par la suite? Alors quand j'étais en Afrique, j'étais toute petite, donc j'étais pas encore dans une projection, enfin j'étais toute petite, enfin tu vois, c'était à peu près, fin de primaire, collège, avant le lycée. Mais j'étais dans un pays, donc j'étais au Nigeria, qui est un des pays les plus riches d'Afrique.
grâce au pétrole, mais aussi l'un des plus pauvres parce que c'est le plus peuplé. Il y a la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et de mon regard d'enfant, ce que j'en ai gardé, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de joie de vivre et en effet, la place de la mère, la place de l'enfant, donc c'est beaucoup de femmes enceintes, beaucoup de femmes qui allaitent partout, qui portent leur bébé. Donc c'est quand même une vision particulière de la maternité. Hem, Beaucoup de gaieté, mais aussi beaucoup de simplicité, même dans les moments les plus difficiles. Là-bas, vraiment, on accueille la vie comme elle vient et donc voilà, il y a cette vision d'une maternité, heu, libre, résiliente, joyeuse, hem et ça, c'est ce qui m'a donné le goût d'aller explorer les rituels des mamans du monde. Parce que Ilado, c'est ça, ça réunit aujourd'hui Ilado, ces 2 pans qui me touchent, le voyage et la maternité et je trouve que ce qui est beau dans la maternité, c'est son universalité. C'est que tu as des rituels et des traditions que tu retrouves aux 4 coins du monde. Si on prend par exemple l'exemple du bola, le bola de grossesse, on le retrouve en Indonésie et au Mexique, qui sont à 2 endroits, opposés. Alors certains disent que c'est parce qu'à l'époque, les plaques tectoniques étaient, collées et qu'ensuite la tradition aurait voyagé dans ces 2 endroits du monde. Mais on peut parler aussi de l'emmaillotage, les plantes à infuser, les rituels de beauté, les rituels de massage et donc c'est vraiment ça que j'ai eu envie d'explorer à travers Ilado et tu vois, aujourd'hui les méditations du podcast, elles sont pas écoutées qu'en France, j'ai, pas mal d'auditrices au Québec notamment, et je vois bien que oui, la maternité a ce goût d'universel qu'on a oublié. Que peut-être, tu vois, ces dernières, décennies, la place du médical, heu, nous a fait perdre, confiance dans notre pouvoir et je pense nous a fait oublier un certain savoir, hem et le corps de toutes les femmes est né avec ce don d'enfanter. C'est une capacité qu'on porte par essence et c'est vrai que, voilà, le fait de voyager et de découvrir les rituels de naissance dans le monde, dans des sociétés peut-être moins développées que les nôtres, Mmh. nous montrent cette capacité-là. Tu vois, en Afrique, les femmes, hem, elles, dans certaines cultures, elles sont dans le champ ou elles sont en train de marcher et puis elles se mettent de côté pour accoucher. Hem et il y a quelque chose de tellement beau et de tellement simple et je crois qu'on a besoin de s'en souvenir. Mmh. Tu vois, moi, je dis toujours que, accoucher ne s'apprend pas. Aujourd'hui, on est dans une culture où on a dans nos cultures occidentales, on cherche à l'extérieur les réponses à nos questions, à nos peurs, à nos doutes et la méditation, elle est là pour nous rappeler que tout est déjà là à l'intérieur et que l'enjeu, c'est pas d'apprendre, l'enjeu, c'est plutôt de désapprendre, de déconstruire nos croyances limitantes, nos mémoires, d'oublier justement les il faut, les on doit, les histoires qu'on a entendues pour se connecter avec cette partie à l'intérieur de nous, cette partie qui sait, de cette partie, calme, confiante, sereine, qui sait et qui connaît, qui a cette essence en elle et en ça, pour moi, la méditation, c'est un super outil parce que ça nous connecte justement à cette partie intérieure et c'est cette partie-là qui nous relie à toutes les femmes du monde. Totalement, totalement. Je poursuis juste sur cet outil de méditation dont tu es en train de parler avec 2 autres questions, Sandra. La première serait peut-être, quelle place a la méditation dans ta famille? Est-ce que tes enfants, est-ce que ton conjoint justement ont eux aussi ce goût à la méditation, pour la méditation? Alors, donc c'est ma belle-sœur qui, la première m'a vraiment, fait découvrir la méditation, donc ma belle-mère médite aussi, mon beau-père a ses heures perdues, mon mari médite, on est partis faire ce stage dont je te parlais ensemble, et mes enfants, hem alors mes enfants me voient méditer et donc je me dis que je leur transmets ça aussi parce qu'ils me voient le faire. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que mes enfants ont besoin de méditer parce que ce que je vais moi chercher dans la méditation, dans cet espace, intérieur, cette connexion à cette voilà, cette présence à soi, eux,
ils ont cette connexion autrement. Moi, quand je vois ma fille parfois jouer, je la sens connectée, tu vois? Ou quand je la vois, marcher, nous, on est beaucoup enfin moi, je suis beaucoup dans le mental, à me projeter dans le faire. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse après? Qu'est-ce que j'ai fait avant? Et mes enfants, ils sont encore un petit peu dans cette présence de l'instant, innée. Je vois quand, je leur dis: «Allez maintenant c'est l'heure d'eux», oh là là, je les sors d'un tu vois? Donc aujourd'hui, ils méditent pas, à proprement dit, ils vont pas se poser pour méditer. Par contre, c'est sûr, hein, dès qu'ils ont des moments de doute, d'inquiétude et cetera, moi parfois je leur fais des petites méditations guidées dans leur lit où je les invite à, se relier à cette petite voix intérieure ou à aller chercher des choses à l'intérieur. Donc voilà, il y a cette ouverture pour eux, mais je sais pas, tu vois, je sais pas si un enfant, à 7 ans, est capable de se poser sur son coussin avec des écouteurs pour méditer. Alors je leur fais écouter aussi beaucoup de belle musique, moi que je trouve que la musique ouvre aussi le cœur et heu et je me dis voilà, mon mari fait du handpan, enfin tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qui je pense les ouvrent à cette ressource intérieure. C'est ça que C'est ça. j'aimerais pour eux. Mmh. Alors la deuxième question sur la méditation là, dont je te demandais tout à l'heure, c'était quelle place souhaiterais-tu, en tout cas quelle place tu vois sur cette palette d'outils? En tout cas, est-ce que la méditation, pour toi, devrait avoir une place sur cette palette d'outils que les professionnels de santé proposent systématiquement aux mamans quand elles arrivent pour leur premier rendez-vous, par exemple, la première échographie? Alors c'est sûr que vu le rôle qu'a joué aujourd'hui pour moi, dans ma vie, la méditation et le rôle que la méditation joue encore aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde puisse au moins essayer ou connaître cet outil. Pour moi, dans ma vie, c'est une vraie ressource et mon sentiment, c'est que la maternité et ça a été le cas pour moi, mais c'est un moment de vie où, tu t'ouvres à beaucoup de nouveautés, à beaucoup d'outils qui peuvent après te suivre d'ailleurs toute ta vie. Mais c'est un moment de très grande vulnérabilité. C'est un moment transformateur physiquement, émotionnellement, spirituellement, je crois aussi. Parce que quand on est enceinte, on est connecté à beaucoup plus grand que nous. Hem et c'est un moment idéal pour moi pour découvrir cet outil. Hem, alors si on parle plus précisément de la méditation comme d'un outil de préparation à l'accouchement, pour moi, oui, c'est un vrai outil de préparation à l'accouchement, mais qui est pas un outil, là encore, qui va nous donner des techniques, c'est un outil qui va nous connecter, comme je te le disais tout à l'heure, à cette ressource intérieure et nous donner la confiance, le calme dont on a besoin pour donner naissance. C'est comme, où la quand tu médites pour moi, quand tu es, enceinte, tu ouvres un espace dans lequel tu vas nourrir cette confiance et ce lien avec ton bébé qui est ta plus grande force pour accoucher. Donc en ça, c'est un vrai outil. Après, de manière plus terre à terre, dans les méditations que je propose, il y a quand même des outils très concrets. Tu as des affirmations positives, donc qui permettent vraiment de lever certaines croyances limitantes ou certaines peurs quand tu les pratiques, régulièrement. Il y a des visualisations, je crois énormément au pouvoir de la visualisation. Donc visualiser, ton accouchement optimal, visualiser ton corps qui s'ouvre, te visualiser en train d'allaiter ton bébé, pour t'aider justement à vivre plus sereinement aussi cette aventure, de l'allaitement. Il y a des méditations pour se libérer de ses peurs. Donc tu vois, je pense que, oui, ça peut aussi être un outil et puis il y a je t'en ai pas encore parlé, mais il y a un élément clé pour la naissance, c'est la respiration Et oui, oui, et quand tu médites, en fait, tu rencontres ta respiration. ouais. Tu rencontres cette respiration libre, pleine, détendue. Cette respiration qui va venir nourrir ta confiance et qui va aussi nourrir ton corps de détente et on sait que plus tu es détendue et plus tu es calme et confiante, plus la vague d'hormones, d'ocytocine, peut se déployer dans toute sa puissance et plus ta naissance, la naissance de ton bébé et aussi ta naissance de maman sera fluide, naturelle, facile, si on peut dire. Donc ça la méditation, c'est un vrai outil, je dirais, pendant la grossesse pour, hem, t'apaiser, pour te relier avec ton bébé,
pour accueillir les changements de ton corps, pour rencontrer tes émotions. Tu vois, il y a beaucoup de joie et d'émerveillement, mais il y a aussi des doutes, des peurs. Donc c'est pendant la grossesse un vrai outil, et pour l'accouchement, c'est aussi un vrai outil parce que ça te donne certaines clés pour mieux vivre cette intensité, l'intensité de cette traversée-là. Et, et mon souhait le plus cher, c'est que quand tu as goûté à la méditation pendant la grossesse et pour te préparer à l'accouchement, tu puisses encore utiliser cette ressource pendant ton postpartum pour reprendre ton souffle, pour naviguer sereinement dans ce qui est aussi une traversée, la traversée du postpartum, pour être bienveillante avec toi-même, pour accueillir tes émotions. euh, et puis voilà, ça devient ensuite un outil pour la vie, je pense. Même si quand tu médites pendant ta grossesse, tu peux vraiment méditer dans un objectif précis, c'est ton accouchement. Je crois on a beaucoup d'expériences dans nos quotidiens qui nous demandent d'aller puiser dans nos ressources. Et donc une fois que tu as ouvert la voie et que tu as trouvé cet accès, même si c'est pas quotidiennement, mais quand on a besoin de pouvoir te réfugier dans cet espace intérieur, c'est un cadeau, hein, c'est un cadeau que tu te fais, et je pense que c'est un cadeau que tu fais aussi à ton entourage d'une certaine façon. Parce que tu apprends à être beaucoup moins dans la réaction, tu vois, beaucoup moins... et puis tu te comprends un peu mieux, puisque tu passes plus de temps avec toi-même, en fait, quand tu Exactement. médites. Exactement. Alors, en parlant de cadeaux, justement, je rebondis sur ce cadeau que l'on peut se faire et que l'on peut offrir aussi, que tu as créé donc à la suite de ton podcast. Ton livre, Merveilleuse, je l'ai à côté. Vraiment une pépite. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue cette création de le faire en version papier et surtout, qu'est-ce que l'on peut y trouver à l'intérieur? Alors ce livre, c'est vraiment pour moi le prolongement du podcast. Je me suis rendu compte qu'un podcast a beaucoup de qualités. D'abord, c'est gratuit et c'est une ressource que les mamans peuvent partager. C'est une ressource que les sages-femmes recommandent aujourd'hui, le podcast Naissance d'une maman, et donc le côté facile à diffuser, c'est génial. Et en même temps, je recevais beaucoup de messages de mamans qui me disaient: «Voilà, moi j'en suis là, je ressens ça, quelle méditation tu me recommandes?» Comme si j'allais leur faire leur petite ordonnance. «Bah, alors toi, par rapport à ce que tu ressens, ah bah, enfin, ton bébé se retourne pas, OK, tu as besoin de lâcher prise, donc il y a cette méditation-là qui va pouvoir t'aider.» Ou des mamans qui n'attendaient pas cette grossesse. «Voilà, j'ai du mal à accueillir mon bébé.» OK, alors il y a cette méditation-là de reliance de cœur à cœur avec ton bébé. Et je me suis rendu compte qu'on a énormément d'informations, on nous donne beaucoup de conseils et on est parfois submergé. Et que le podcast peut aussi, avec un épisode qui sort tout le temps, enfin avec les épisodes qui sortent régulièrement, etc., donner cette impression-là qu'on est submergé. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un livre, euh, pour moi, qui pose des mots dans lesquels on va pouvoir, enfin qu'on va pouvoir lire et qui vont résonner en fonction de notre vécu. Donc ce livre-là, il est comme un guide de voyage intérieur. Hem Et ces 44 thèmes, enfin, que j'ai plutôt traités de manière chronologique, mais on peut le lire, bien sûr de manière, chronologique au fil de sa grossesse, mais on peut aussi le lire dans sa totalité comme un guide de voyage, et on se demande ensuite à quelle étape on a envie de s'arrêter. Quelle est l'étape qu'on a envie de visiter? Hem Et donc, je l'ai écrit à partir, de mon vécu de maman, à partir de mon expérience de la méditation, de tous les échanges aussi que j'ai pu avoir avec des sages-femmes et des accompagnantes à la naissance à travers le podcast et à travers Ilado ces 10 dernières années, de tous les, de tous les livres, autour de la naissance, d'une naissance respectueuse, et puis beaucoup aussi, grâce aux témoignages. Je reçois très régulièrement des messages de mamans, et je trouve qu'il y a rien de plus nourrissant que le regard d'une mère pour savoir à la fois ce qui lui a fait du bien, ce qui lui manque. Et donc ce livre, c'est un petit peu un condensé de tout ça. Je me suis dit que, tu vois, ça faisait 10 ans que j'avais créé Ilado, 10 ans que j'étais maman. J'avais envie de poser tout ça dans un support et de me dire: «Voilà, si ma fille un jour fait le souhait de devenir maman, à l'intérieur, j'ai mis tout ce que j'aimerais lui transmettre pour ce passage-là.» Et donc tu as des rituels d'écriture, des citations inspirantes, mais il y a aussi 44 méditations, que tu peux écouter, grâce à des codes QR, et qui vont
t'accompagner au fil des semaines pour vivre cette grossesse apaisée, reliée avec ton bébé et pour te préparer à l'accouchement, pour te libérer, t'aider à te libérer de tes peurs. Il y a des méditations que tu peux faire aussi avec ton mari ou ton accompagnant, ton partenaire, des méditations pour le postpartum. Donc voilà, c'est un peu, c'est un, ouais, tu parles de cadeau, mais moi j'ai reçu ce livre aussi un petit peu comme un cadeau, tu Mmh. vois? La enfin, on parlait du pouvoir de la méditation. Moi, je reçois beaucoup d'idées quand je médite. Je J'ai l'impression que ça me connecte à aussi à mon intuition et à cette zone un peu d'inspiration et ce livre Merveilleuse, il est arrivé comme le prolongement, du podcast et comme ce cadeau que j'avais envie de me faire d'abord parce que j'ai beaucoup grandi en écrivant ce livre et en tu vois, ça m'a pris 2 ans, hein, de Ouais. pouvoir, tout mettre, en place et un cadeau aussi, voilà, pour ma fille et pour les personnes Mmh. qui auraient le souhait de le découvrir. C'est magnifique. De toute façon, je relayerai toutes les informations lors de la diffusion de cet épisode. Alors peut-être deux dernières questions, Sandra, pour terminer cet échange. Une question qui me vient comme ça, même si je suppose que tu dois être en tout cas très très prise, notamment sur la communication de ce livre merveilleuse. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets, en tout cas, qui commencent à germer en toi pour les années, les mois à venir, notamment sur les méditations? Peut-être là, je pose moi ma question personnelle. Est-ce que tu vas proposer des petites méditations en présentiel? Alors pour ce qui est des méditations, aujourd'hui je, discute avec plusieurs programmes d'accompagnement, à la naissance, souvent des programmes, virtuels pour proposer des visios. Donc ça c'est super pour moi. Je propose aussi de temps en temps des ateliers. Donc aujourd'hui, c'est plutôt en région parisienne, mais aussi dans le cadre peut-être de festivals, voilà. Donc l'idée, c'est aussi de rentrer en lien, avec, les auditrices et tu vois, le premier atelier, qu'on a fait en janvier là pour le lancement du livre, c'était, un cadeau pour moi. C'était tellement beau et tellement puissant d'avoir toutes ces mamans et tous ces bébés. On était 15 mamans et 15 bébés et de voir aussi, ces femmes-là, en chair et en os, s'ouvrir, se montrer aussi vulnérables. Il y avait des larmes de on ne sait pas, pour certaines, c'était peut-être des larmes de la peur qui qu'elles laissaient couler. Pour d'autres, c'était peut-être des larmes de joie d'avoir senti cette connexion avec leur bébé, mais c'était très beau, très intense. Donc j'appelle en tout cas, ça à faire plus de méditation, en présentiel ou en visio en tout cas, en étant vraiment connectés. Dans le podcast Naissance d'une maman, j'aimerais vraiment, l'enrichir avec plus de méditation autour du postpartum parce que je pense que ça manque aujourd'hui. Il y en a quelques-unes, il y en a une dizaine, mais je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui méritent d'être traités, dans le postpartum. J'aimerais bien aussi, faire un hors-série, avec plusieurs, épisodes autour de la naissance d'un papa. Je crois que c'est un thème dont on parle pas suffisamment aussi et ils méritent aussi d'avoir quelques épisodes et quelques méditations, pour eux. Et puis après, ouais, j'ai plein de projets, j'ai trop de projets. J'imagine, j'imagine. Ma difficulté, c'est ça, hein, tu vois? Faut que je sois plus dans la présence du moment et tu vois, j'ai toujours cette, quand même, envie de je travaille sur un conte pour les enfants, tu vois? C'est mes enfants aussi qui me nourrissent et je vois bien que le thème des émotions, c'est un vrai thème. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres pour les émotions, chez les tout petits et moins, dans la période de 8, 9, 10 ans avant le collège. Donc voilà, en ce moment, mon projet d'écriture, c'est un conte. Ça n'a rien à voir, mais je prends beaucoup de plaisir en tout cas à travailler dessus. Hem Et puis voilà, écoute, chez Ilado, on lance une gamme de cosmétiques qui s'appelle Maman du monde et qui s'inspire des rituels de beauté, des mamans des 4 coins du globe. Donc ça, c'est un vrai projet qui me tient à cœur, en ce moment, Super. Et qui va voir le jour donc là, au courant de cette année? D'accord. au printemps. Ok, super. Mais comme ça, on annonce tout ça. C'est merveilleux. Vraiment, merci beaucoup, Sandra. Je te donnerai peut-être la parole une dernière fois pour... Alors, on t'en a passé plein des messages et t'en passes plein aussi à travers tes méditations. Mais peut-être pour le mot de la fin, quel est le message vraiment qui te tient à cœur et que tu souhaites porter auprès de toutes ces mamans qui vont nous écouter? Alors c'est un message que je répète souvent et c'est vraiment celui qui me tient à cœur, c'est de dire aux mamans qu'elles n'ont pas besoin d'être parfaites pour être merveilleuses. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre comme ça. Je crois que la maman parfaite, tout comme la grossesse parfaite ou l'accouchement parfait n'existe pas
Et je crois que c'est important de se rappeler pour tes auditrices du jour, de vous rappeler que votre bébé, il vous a choisi pour qui vous êtes. Il vous a choisi dans tout ce que vous êtes, avec, vos zones d'ombre et vos zones de lumière ou vos forces et vos limites, comme vous voulez les appeler. Hem et ça, je crois, de d'apprendre à s'aimer inconditionnellement avec aussi, nos limites, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à son enfant, parce que c'est ça aussi, lui montrer ce que c'est l'amour inconditionnel. C'est pas seulement aimer inconditionnellement son enfant, je crois que c'est s'aimer inconditionnellement et si on peut leur montrer qu'eux aussi ont le droit de s'aimer inconditionnellement avec, leurs qualités et leurs limites, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire et hem et puis je suis vraiment convaincue que nos enfants sont là pour nous faire grandir. Je crois qu'on est déjà bousculés par la grossesse, par la naissance et par les tout petits. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis maman depuis 10 ans et je me rends compte qu'ils sont tous les jours en train de nous faire grandir, en nous poussant, parfois dans nos retranchements. Mais au fond, je crois qu'ils nous poussent vers la meilleure version de nous-mêmes et je crois que, voilà, être maman, c'est un cadeau. Moi, c'est vraiment comme ça que je vis ma maternité et hem et même dans les moments les plus difficiles, se rappeler, voilà, que, on n'est pas parfaite, mais on mérite, autant de bienveillance et de présence, aimante à nous-mêmes que celle qu'on essaye de transmettre à nos enfants. Merci beaucoup, Sandra, vraiment. Voilà, j'ai eu des frissons tout au long de cet épisode parce que c'est un vrai baume au cœur, en fait, que tu nous donnes avec une vision très lumineuse, très belle, très douce, de ce qu'est la naissance d'une maman. Et vraiment, ce rendez-vous que tu nous proposes, parce que moi aussi, tu m'as accompagnée, et ce rendez-vous que tu nous proposes avec nous-mêmes, avec notre bébé, dans cette profondeur qu'on oublie trop souvent dans notre quotidien. Vraiment, un merci n'est pas suffisant parce que l'impact que tu as sur nos maternités, je pense que tu n'as pas encore, tu ne saisis pas encore l'impact que ça peut avoir sur chacune d'entre nous et sur nos bébés. Donc vraiment, merci du fond du cœur, Sandra. Et encore merci pour m'avoir permis d'honorer ton travail et ce que tu nous apportes au quotidien aussi. Donc vraiment, voilà, je suis vraiment ravie de tout ça et je n'hésiterai pas, en tout cas, à relayer ton podcast, ton livre et aussi ta marque, pour le coup, là, la nouvelle gamme que tu vas aussi proposer au niveau de ta marque Ilado. Merci du fond du cœur, vraiment, Sandra. Merci, merci Marion. Je me sens très heureuse, chanceuse de pouvoir, partager. Donc merci de m'avoir, ouvert cet espace, de parole et je sais qu'on sera amenés à faire, des choses ensemble, toi et moi. Donc merci aussi pour tout ce que tu fais, pour les mamans. Merci, Sandra, et à bientôt. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamelle le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamelle, c'est aussi un site internet, mamelle.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman, n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.